Salut tout le monde, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, journée pluvieuse, pour le coup il pleut fort dans le sud. Je suis devant mon mur, là à l'heure actuelle, j'ai fait un enduit monocouche frottassé. Mais avant de faire tout ceci, vous avez pu le voir dans le premier épisode, je vous montre une astuce finalement pour venir caler correctement des gaines électriques dans des murs pleins. Pour le coup, c'est le deuxième épisode et vous allez voir comment on rebouche correctement la saignée, parce qu'il faut savoir que selon finalement la finition que vous allez faire, reboucher un petit peu, on va dire, sans y prêter grandement attention, ça peut avoir des conséquences sur l'enduit ou la peinture de finition. Je vous souhaite un bon visionnage. Après, on va préparer une gâchée et vous allez voir que ça va me laisser tranquillement le temps de commencer en fait à boucher, puis d'en les enlever et de venir évidemment reboucher aux endroits où j'avais mes petites cales en plastique. Il y a deux produits qui cohabitent pour pouvoir reboucher proprement des saignées avec à l'intérieur des gaines annelées. Puisque vous voyez ici, je suis sur béton plein, donc béton qui a été coffré, coulé, puisqu'il y a une reprise au-dessus de la porte, reprise de charge avec un linteau. Au-dessus, le décroché qu'on voit, en fait, c'est un balcon d'étage. Quand on est sur parpaing plein, parpaing creux, béton banché, béton comme ici, coffré, alors on peut utiliser le mortier traditionnel, donc avec du ciment Portland, ou de faire ce qu'on appelle un mortier de chaux, donc avec de la chaux, alors que ce soit de la chaux blanche ou de la chaux grise. Moi, en l'occurrence, j'ai de la chaux grise. Je vais le faire à la chaux pour la simple et bonne raison que la chaux elle a quand même un petit peu plus de souplesse. Ce qu'on pourrait reprocher au mortier ciment traditionnel, c'est, on va dire, son côté un petit peu trop dur. Or, ici, alors c'est pas que le fond, on va dire, il est vivant, puisque je vais dire, c'est du béton, c'est complètement inerte. Par contre, les gaines annelées, c'est du PVC, et ça, c'est quand même, on va dire, déjà un petit peu plus hétérogène. Donc je vais rester sur la chaux, parce que la chaux, voilà, est beaucoup plus tolérante pour ce genre de choses. Mais par exemple, quand on fait des fêtages traditionnels, on le fait quand même avec la chaux. La chaux, ça a une meilleure souplesse. Pour ce faire, ici, j'ai ce qu'on appelle une auge cabas. C'est bien pratique ça d'ailleurs. Alors c'est pas pour faire les commissions, ça y ressemble, mais c'est pas pour faire les commissions. C'est ce qu'on appelle une auge cabas de 40 litres. Ici, nous avons du sable en 0,2. Si vous n'avez pas trop l'habitude du dosage, parce que c'est comme les enduits, c'est comme un petit peu tout. Quand on ne sait pas trop, c'est pas forcément, ou qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas forcément évident. Un petit repère. Pour 3 à 4 volumes de sable, vous allez mettre un volume de chaux. Alors que ce soit blanc ou gris, ça n'a pas trop, on va dire, d'importance. Moi, je vais rester sur du gris, parce que machinalement, le béton, c'est gris, en sachant qu'évidemment, particularité de ce chantier, j'appliquerai un sous-enduit hydraulique. Mais ça, voilà, vous aurez d'ailleurs l'occasion de le voir dans une autre vidéo, dans un autre tuto. Je vais donc préparer mon petit mélange. Alors, pour ce que j'ai à faire, je sors pas d'hélice malaxeuse, je m'emmerde pas à mettre une bétonnière en marche, c'est juste pour boucher cette petite saignée. Voilà, j'ai pas besoin de beaucoup de matériel. Si d'aventure vous mettez un peu trop de chaux, bon, c'est pas très très grave en soi. En fait, votre mortier va devenir ce qu'on appelle gras. Il va être gras, il va être un petit peu collant. Bon, c'est pas méchant. Vaut mieux à la limite qu'il soit un petit peu plus surdosé que sous-dosé, surtout pour ce type de rebouchage, puisque je vous dis, on est quand même sur un fond hétérogène. C'est pas le problème, on va dire, de la saignée et des côtés en soi du béton, parce que ça pose pas de problème particulier. C'est quand même la particularité d'avoir des gaines annelées. On a besoin d'avoir quand même un pouvoir collant. Donc si c'est sous-dosé, la chose sera un peu cassante. Et vous risquez, alors pas qu'elle sorte, mais vous risquez de vous retrouver avec tout un tas de fissures. Et c'est quand même relativement disgracieux. Je vais préparer. Donc là, je commence à mélanger. D'ailleurs, l'auge cabas est bien pratique pour pouvoir faire ce qu'on appelle des sous-enduits, un sous-enduit hydraulique, et pour même préparer des cols à carrelage. C'est vraiment sympa parce que vous voyez comme c'est souple, on vient la fermer selon le poids que ça fait, évidemment, et selon
les bras et les paluches qu'on a et on peut s'en aller avec. Je vais le faire un petit peu plus dosé quand même que on va dire que les 3-4 volumes de sable, c'est pareil. J'ai les gaines. Alors quand il n'y en a qu'une, ça va. Après, je passe quand même à 2. Donc il faut quand même un peu du collant. On fait bien son mélange à sec, ça c'est important. On n'introduit pas d'eau, ni d'adjuvant, ni de résine pour l'instant. Là, le but, c'est vraiment de ce qu'on appelle mélanger à sec, d'avoir une bonne homogénéité à sec. Une fois que le mélange à sec est prêt, à ce moment-là, on peut introduire de l'eau et éventuellement voilà, des résines et des adjuvants, on va dire selon les contraintes qui peuvent opérer. Je pense par exemple à des contraintes de température, et l'adjuvant, on va dire, qui vient principalement dans ce cas de figure, c'est plutôt un antigel. Le mélange à sec est prêt. Là, en l'occurrence, j'ai 2 choses à faire. Il me faut mouiller le support parce que le béton, c'est quand même extrêmement poreux, et il me faut introduire une résine parce que j'ai besoin d'avoir quand même une certaine adhérence, et l'avantage de la résine, c'est que c'est également un petit accélérateur de prise, parce que j'ai pas besoin que ça mette non plus, on va dire, trop de temps pour tirer, j'entends, en surface, parce que je vais avoir besoin quand même de le frottasser proprement pour pouvoir le laisser sécher, évidemment, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus de temps pour qu'il puisse sécher à cœur. Mais là, on va dire qu'en surface, il faut que ça sèche quand même assez rapidement. J'ai rapproché, donc c'est une résine synthétique laiteuse, alors qui est bien connue puisqu'il s'agit du Cicalatex. Le Cicalatex va permettre en fait d'améliorer l'adhérence, de, on va dire, faciliter également la glisse et d'accélérer, comme je vous ai dit, un petit peu le séchage. Donc c'est un super produit qui existe depuis très longtemps. Il a justement cette couleur caractéristique laiteuse. On l'appelle d'ailleurs dans notre jargon le lait du maçon. Voilà. Donc ça fait rigoler, mais voilà, quand sur un chantier on dit passe-moi le lait, c'est pas Lactel, hein. On va pas sort pas du frigo Lactel. C'est justement le bidon pour pouvoir, en fait, s'en servir finalement comme d'un primaire d'accrochage. Là, moi, je vais l'introduire dans mon mortier de chaux, et sur ma saignée, je vais venir donc pulvériser de l'eau. Alors, j'aurais pu pulvériser également du latex. Pour ce genre de petit travail, c'est pas nécessaire, il y en aura dans le mortier de chaux. Quand on fait des réparations un petit peu plus importantes, ou quand on fait des goupilles, des choses comme ça, c'est bien, en complément, de venir, alors soit pulvériser, par exemple comme ici, sur une embrasure qui est pas jolie, hein, parce que pour le coup, je dois la refaire d'ailleurs pour information, parce que là, c'est une embrasure à bistouflaille, hein, c'est pas trop ça, quoi. Donc, voilà, on peut venir projeter, pulvériser du latex, et sinon, voilà, de le mettre directement dans le produit. Moi, je vais le mettre là-dedans. Par contre, évidemment, ce n'est pas pur. On le passe pur sur des supports, mais on évite quand même de le passer pur, pêle-mêle, directement, comme là, dans les mortiers, dans les enduits, ou même dans les plâtres, parce que le Cicalatex permet vraiment, voilà, un champ d'application assez large. Donc là, il est coupé avec de l'eau. Voilà, c'est pas, je veux dire, il n'y a pas que lui dedans. À préparer les produits. Je suis un petit peu plus gras, donc c'est, on va dire, l'avantage de la chaux. Et là, avec la résine, j'aurai quand même une bien meilleure adhérence et un temps de séchage qui va quand même s'accélérer. Alors attention, hein, c'est pas non plus le jour et la nuit, hein, mais ça va s'accélérer, et ça va très bien, moi, dans mon cas de figure. On part sur une préparation, vous voyez, qui est quand même onctueuse. Je suis pas épais, ça sert à rien, et puis c'est même très mauvais sur des gaines annelées, vous voyez. Donc je reste, vous voyez, assez, je suis assez souple, mais je suis pas non plus du pipi, hein. Je veux dire, voilà, ça coule pas par terre non plus. Première opération, on vient humidifier le support, et je vais même dire, peu importe la température qu'il fait. Alors, quand il fait très chaud, il faut humidifier un petit peu plus souvent. Mais voilà, peu importe la température qu'il fait, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est bien brut. Je mouille. Alors, faut pas que ça soit dégoulinant d'eau non plus, hein, sinon il n'y a pas d'adhérence. Hein. Et voilà, bien humidifier le fond, les côtés de la saignée et évidemment la gaine annulée. Concernant le matériel, on va se servir
une truelle ronde inox. Alors inox, je le trouve plus intéressant finalement que les aciers vernis, on va dire s'use moins. Et puis l'avantage c'est qu'on peut passer aussi des chaux hydrauliques un peu teintés, ça évite que la truelle vienne tacher, parce que le problème c'est que quand le vernis est parti sur les truelles classiques, ça vient rapidement rouiller quoi. Donc c'est pas le top. Donc là je suis sur une truelle ronde 20 cm inox. Ici pareil, langue de chat 16 cm inox. Et on n'y pense pas souvent, mais les couteaux sont également bien pratiques. Couteau inox, ici je suis sur une lame de 8 cm. Et pour travailler, alors bon là j'ai une petite tendresse particulière, une petite taloche. Alors on peut utiliser évidemment une taloche plus grosse, ça pour la petite histoire, c'est mon daron qui m'en a fait cadeau quand j'ai commencé mon apprentissage, donc ça fait déjà un petit moment puisque je me rappelle à l'époque, ce qu'il m'avait dit c'est comme tu as des petites paluches, tu vas commencer avec les petites taloches. Et bien finalement, j'ai toujours mes petites paluches. Bon, allez, allons-y. Je vais d'ailleurs utiliser le couteau. Alors le couteau, on profite. On humidifie un peu la lame. Vous voyez, je mets la taloche en soutien. C'est pour éviter que ça tombe, tout simplement. Et vous voyez, le couteau à enduire, mais même en maçonnerie, ça, selon la situation, c'est bien pratique. Là, ça me permet de bien bourrer. Là, vous voyez, là on le voit par-dessus. Il faut vraiment, là, qu'on ait un enrobage qui soit très efficace. Parce que si on ne rebouche que sur le dessus de la gaine annelée, et là on n'est pas sur des enduits, on n'est pas sur du plâtre, pour un rien, ça fissure, et ça je l'ai déjà vu sur des chantiers, ça fissure, et puis vous allez vous retrouver autant avec un petit bout là d'une dizaine de centimètres qui se cassera la figure parce qu'en fait elle s'est juste posée sur la gaine et elle n'a pas enrobé la gaine pour venir bien ici se caler, être bien chaussée entre les parois évidemment de la saignée. Voilà, ça il faut y penser. Vous voyez là je garnis bien, donc là ça ne bouge pas. Je m'y approche au plus près sans venir évidemment le recouvrir. Vous voyez, je gave bien. C'est pour ça le côté pratique. Vous voyez, le côté pratique du couteau, je peux bien appuyer. Et je peux bien le faire rentrer. Parce que parfois avec la truelle, c'est pas toujours évident. Le couteau, il est pratique. Alors, il est pratique, j'entends. Parce que vous faites du 0,2. Hein. Si vous êtes sur un sable en 0,4, c'est déjà plus compliqué. Si vous avez la possibilité et le choix, restez plutôt en granulométrie 0,2. Si vous avez un tamis de maçon, tamisez, vous verrez, perdez un peu de temps, mais sans déconner, vous allez mieux vous en sortir pour faire, comme là, le remplissage et surtout la finition. Ici, j'ai la double gaine. Alors, pour l'instant, je reste avec le couteau de enduire de 8. Et là, pour le coup, je vais utiliser quand même la truelle de 20. Vous voyez, la chaux, l'avantage, la différence du ciment, c'est gras. Donc mon adhérence est quand même un petit peu plus importante. Bon, on va dire que, voilà, on en fait un petit peu moins quand même tomber par terre avec un mortier de chaux qu'avec un mortier standard. Voilà, et là pour l'instant, on laisse un petit peu tranquille, vous voyez là volontairement. Hein. Je vais laisser moi de la place pour pouvoir attaquer à reboucher mes 3 gaines ensemble parce que la réservation, la saignée est quand même plus large. Il y en a quand même 3. Alors ça c'est important aussi, on essaie dans la mesure du possible de les mettre bien l'une à côté de l'autre et non pas l'une au-dessus de l'autre parce que l'une au-dessus de l'autre, il n'y a pas assez d'enrobage de mortier et dès que ça travaille, il peut se passer n'importe quoi. On peut sans faire exprès s'accrocher sur le bord d'une gaine et ça vient tirer tout le monde. Et le problème c'est que lui, il n'y aura pas assez de charge, il n'arrivera pas à tenir des gaines qui sont l'une sur l'autre. Quand elles sont vraiment voilà l'une à côté de l'autre, déjà on limite bien des emmerdements.
Ça fait 25 minutes que j'ai commencé donc les premiers rebouchages. 25 minutes selon, on va dire, les températures qu'il fait. Alors là, en l'occurrence, moi, dans mon coin de France, il fait encore vachement bon. On est fin octobre, il fait quand même 24 degrés dehors. J'ai mis la résine, ça accélère un petit peu, vous voyez. Du moment qu'on place les mains et que machinalement, les doigts ne s'enfoncent pas, on a déjà quand même un peu de séchage en surface. Alors, c'est largement suffisant, vous voyez, pour pouvoir enlever les petites cales en plastique sans qu'évidemment les gaines viennent faire sauter ce qu'on appelle le petit taquet de mortier de chaux. Ça ne bouge pas. Alors, on profite pour pouvoir immédiatement reboucher. Et je vous dis, 25 minutes, c'est quand même pas mal, alors qu'on est quand même fin octobre. L'été, évidemment, ça va encore beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de pas commencer à boucher et puis de foutre son camp et de revenir 2-3 heures après. Selon la finition et le niveau de finition que l'on souhaite derrière, ça peut être quand même un petit peu problématique. Ici, pour l'instant, moi, j'ai pas de problème, on va dire, là-dessus. Je vais reboucher les autres parties et je vais vous montrer, voilà, un petit peu comment, on va dire, on termine l'habillage, le remplissage proprement de la tranchée, de la saignée. Je rebouche également uniquement avec un mortier de chaux parce que dès l'instant où on a jusqu'à 25 mm de charge, on peut le faire avec du mortier de chaux. Par contre, dès l'instant où on va avoir plus de 25 mm de charge, il faut au préalable reboucher avec du béton. Alors en l'occurrence, ne voyez pas le béton, alors soit avec du gros concassé, donc par exemple du 7-14, ou le roulé, ça peut être du 8-16. C'est généralement plutôt ce qu'on appelle un micro-béton. Donc un micro-béton, c'est 0 jusqu'à 8 mm la taille du gravier, que ce soit un concassé ou un roulé. En l'occurrence, quand on vient plutôt garnir, voilà, ce qu'on appelle des fonds de saignée, parce que je sais pas, c'est très profond. À ce moment-là, on passe d'abord une première couche au préalable, parce que ça sert à rien non plus d'avoir des gaines qui sont à, je dis une bêtise, hein, à 10 cm enfoncés, ça sert à rien du tout. Donc on va d'abord passer du micro-béton, puis ensuite on viendra quand même terminer soit avec un mortier standard classique, base ciment, soit comme ici, un mortier de chaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est ne pensez pas que le mortier de chaux, on peut tenter plus et en mettre et en mettre et en mettre et boucher. Voilà, très simplement, un trou comme ça, on s'amuse pas à boucher ça, voilà, avec du mortier, qui plus est du 0,2, parce que là, ça n'a pas de tenue, ça va se déstructurer, alors qu'un micro-béton, parce que ici, pour le coup, un micro-béton a toute sa place, hein, un 0,8, ou éventuellement, alors là, on ne sera plus sur un micro-béton, si c'est par exemple un 7-14 ou un 8-16, que ce soit un roulé ou un concassé, en sachant que c'est quand même mieux le concassé, ça s'imbrique mieux les uns dans les autres. Là, pour le coup, on fera un coffrage, on remplira avec ce type de béton. Ici, j'ai pas 25 mm de charge, la question se pose pas, je reste tranquillement avec mon mortier. Mais voilà, vous avez peut-être une configuration qui peut être différente. Alors bien sûr qu'elle se déforme, petite astuce, on peut utiliser un petit décapeur thermique, mais alors attention, j'entends pas 600 degrés, hein, mais une centaine de degrés, ça va très bien. Vous le mettez à plat, par exemple, sur un petit bois, si vous voyez là, il est bombé. Vous chauffez gentiment avec le décapeur thermique et en fait, pouf, il va reprendre sa forme initiale. Voilà, moi j'ai une petite boîte où je les mets, ils sont réservés qu'à ça et je m'en sers pour caler des gaines annelées comme ici lorsque les murs sont pleins et également, comme je vous l'ai dit, dans les briques, ça va très très bien dans les briques, c'est vraiment super parce que dans les briques c'est encore mieux, on peut vraiment bien la mettre et si on vise les canons, ben ça tient encore mieux que lorsque les parois sont complètement pleines, comme ici sur un béton qui est coffré. Je viens de reboucher toute la saignée. Alors vous voyez, il y a un petit peu de la surépaisseur, il y a des endroits, ici on est un petit peu en creux, ça c'était la première fois que j'avais réparé. On va dire que ça, dans un instant T, c'est pas méchant puisque on se retrouve avec du mortier qui est machinalement en décalage. Première partie que j'ai fait, ben, mine de rien, ça a déjà 25 minutes de mûrissement. Et la partie que je viens de faire, ben, automatiquement,
elle commence tout juste à attaquer, à sécher. Là, étant donné que les températures ne vont pas bouger, on va rester sur sensiblement 25 minutes. La deuxième partie d'enduit aura donc 25 minutes, la première aura quasiment 50 minutes. Je viendrai en fait gentiment parfaire la finition en sachant, et c'est pour ça que ça vous le verrez, en sachant que selon le niveau de finition ou le type de revêtement que vous allez utiliser après, il n'est pas nécessaire en soi, on va dire, de reboucher le plus rigoureusement possible. Mais je vous montrerai les deux. Une finition propre comme si vous n'aviez rien d'autre à faire et simplement par exemple passer en peinture. Je pense par exemple en l'occurrence sur ce type de support, on peut passer en revêtement semi-épais. Et si dans l'idée, on va faire par exemple du sous-enduit hydraulique, crépi plastique, vous verrez qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir d'être nickel chrome, d'avoir un beau traitement de surface. Il y a juste, on va dire, un type de finition que nous on va avoir besoin de passer. On va le faire d'ailleurs à la langue de chat. C'est pour ça que la langue de chat, je m'en suis pas trop servi pour l'instant, mais là pour le coup, elle servira. Et moi, je vous montrerai voilà comment on fait pour préparer le traitement sur la saignée en vue de recevoir un autre revêtement. Il y a quasiment 50 minutes qui sont passées. J'enfonce plus les doigts, c'est très bon. Je vais vous faire deux types de finition. Supposons que vous avez un mur parpaing où, on va dire, le mur quand même, il est plus propre que le mien, parce que le mien, il est pas joli, mais disons qu'il va recevoir un revêtement, c'est pas bien méchant. Si vous avez un mur qui est relativement propre et que vous ne comptez pas faire de revêtement type crépi, donc c'est-à-dire par exemple une belle peinture, en l'occurrence, idéalement, si vous êtes un petit peu structuré, vous serez sur un semi-épais, sinon ça sera un film mince, plutôt à 3 couches, 2 couches film mince. Première couche, ça sera une impression nourrissante. Ce que vous faites, je vais prendre par exemple cette partie. Là, vous grattez. Vous prenez l'éponge. Et vous venez faire ce qu'on appelle une finition épongée. La simple et bonne raison, c'est que la marque, vous voyez, ici, on la voit un petit peu là également. Donc l'ancienne réservation de votre saignée, c'est quelque chose que visuellement, vous voulez quasiment ne plus voir. Vous réhumidifiez en fait le mortier de chaux en surface. Voyez, alors ça peut se faire évidemment. Moi je le fais avec une petite éponge classique équipée d'un tampon récuré. Tampon récuré en soi on n'en a pas l'intérêt. Ça peut se faire avec une grosse éponge et ça peut même se faire avec un platoir éponge. Tout dépend en fait de la largeur et le nombre de gaines que vous allez avoir. Vous serrez le grain, donc en fait le grain qui est à la surface va apparaître puisque vous venez par action mécanique de rotation, vous venez le faire sortir. C'est-à-dire que vous vous débarrassez entre guillemets de la laitance, vous voyez comme ici. Là, on a le jus, la laitance qui est remontée. Là, pour le coup, quand vous avez gratté, vous faites apparaître évidemment le grain. Si je prends, je ne parle pas de la partie du bas évidemment, mais si je prends cette partie-là, une fois que c'est sec en soi, vous appliquez votre sous-couche. Alors attention, sous-couche, soit le mur complet, s'il y a plusieurs ouvertures, si vous avez un peu décrouté, s'il y a diverses choses, vous appliquez votre sous-couche complet et vous allez appliquer soit un film mince. Alors attention, film mince, si c'est qu'une petite tranchée comme moi, film mince, ça passe. Par contre, si on est un petit peu sur du crépi environnant structuré, si ce genre de choses, c'est multiplié. Et il faudra passer automatiquement sur une peinture semi-épaisse. L'avantage, c'est que tout ce qui est micro-fissures, petit faïençage, micro-faïençage, c'est quelque chose qu'elle va cacher. Ici, en l'occurrence, les bords de la réservation, une fois j'entends que ceci est bien sec. Une fois ce temps de séchage fait, la peinture semi-épaisse vous le cachera. Vous ne la verrez plus. Supposons, alors moi je suis pas dans ce cas de figure, mais c'était pour vous le montrer. Supposons au contraire que vous décidez de faire soit corps d'enduit, sous-enduit, chaux hydraulique, ou directement un crépi
hydraulique, ce genre de finition, ça vous intéresse pas du tout. Et d'une, c'est une perte de temps, et de deux, c'est plutôt contre-productif, en sachant que moi, quand même, à la finalité, vous le verrez, j'aurai un micro-gobetti, mais le micro-gobetti, ce n'est pas une obligation en soi de le faire. Ce que vous faites, donc on n'est pas dans le frottassé, vous faites simplement une finition, ce qu'on appelle gratter, ou selon le type d'outil que vous avez, cranter. Là, moi, je crante pas parce que j'ai pas l'outil pour, et puis bon, on parle d'une saignée, hein, on ne parle pas d'un pan de mur entier. Donc vous voyez, je enlève en fait la couche qui est légèrement ce qu'on appelle en proéminence. Et ici, vous voyez, là on voit le grain, donc finition grattée. Ici, finition resserrée. Resserrée, ça ne nous intéresse pas, parce qu'en fait, ça fait comme un film fermé. Donc, tout ça, faut pas le voir. Vous venez, vous grattez, et ça permettra une bien meilleure adhérence de votre enduit hydraulique. Alors, enduit hydraulique, soit crépi, parce que voilà, vous faites un monocouche ou un bicouche, soit sous enduit hydraulique, si vous faites un corps d'enduit. Moi, c'est ce que je vais faire, puisqu'il y aura une finition peinture. Vous voyez, là, c'est pareil, tout ça, là, en surépaisseur, ça ne vous intéresse pas pour deux raisons. Il faut bien penser que là, sur la partie du béton qui est coffré, il n'y a pas eu de traitement spécifique. Vous voyez, tout ça, là, au bord, ça n'a pas à rester, puisque ce n'est pas ni sur un gobetti, ni sur une résine particulière. Je vous rappelle que la résine a été introduite finalement uniquement dans le produit et non sur le support. Donc tout ça, il faut l'enlever. Volontairement, on le gratte. Alors ici, que là, un petit enfoncement, s'en fout, ça n'a aucune incidence. Vous voyez, là, tout ça, il faut l'enlever. Là, autour de la boîte, on gratte bien. Là, voilà, je gratte. Et là, même chose. Vous voyez la différence là? Ça a beau être du 0,2. Le petit grain améliore l'adhérence, puisque c'est un côté un peu graineux. Juste au-dessus, j'ai pas touché encore. Vous voyez, là, je suis très lisse. Ça, quand on va faire un revêtement, évidemment que ce n'est pas bon, c'est beaucoup trop lisse. Ça renvoie un petit peu finalement au même état de surface que le béton ici coffré. Évidemment, le béton coffré, on ne se passera pas d'avoir soit un gobetti, soit un micro-gobetti avec des produits un peu spécifiques. Vous aurez l'occasion de le voir d'ailleurs dans une autre vidéo, puisque j'ai tenté plus à faire dans cette pièce. Sur ce, notre tuto. Alors, notre tuto finalement qui est devenu un tuto pour la petite histoire, puisque je devais vous présenter qu'une astuce, mais comme alors c'est pas un mystère, comme j'ai tendance à beaucoup parler. Voilà, d'une astuce, on est passé sur un tuto général. Mais voilà, finalement, je voulais vous montrer complet les étapes, et comme j'avais du temps devant moi sur le chantier et qu'il fait bon, ben, ça m'a permis finalement de tout faire d'un coup. Je vous fais le petit coucou traditionnel et je vous dis à bientôt.